Les greffons des hôpitaux de la Loire n'étaient pas dangereux. Il s'agit en fait d'un différend entre la sécurité sociale et les médecins de la région. Le prix Nobel de la paix attribué au physicien britannique Joseph Rotblat, un opposant aux essais nucléaires français. Une voiture qui change de couleur selon le temps qu'il fait, c'est une des nouveautés du salon Equipoto. Mode printemps-été 96, une collection très attendue. Christian Dior. Madame, monsieur, bonsoir. Un prix Nobel de la paix très politique a été attribué aujourd'hui à un physicien anglais, Joseph Rotblat, qui participa en son temps à l'invention de la bombe atomique, mais qui depuis 50 ans est un farouche militant anti-nucléaire. Le président du prix Nobel de la paix, le lauréat, ne cache pas d'ailleurs que cette récompense est un message direct adressé à la France qui a repris ses essais et à la Chine qui les poursuit. Bernard Lebrun à Londres. Pas facile d'avoir un instant de tranquillité quand on est tout nouveau prix Nobel de la paix. À 87 ans, le physicien britannique d'origine juive polonaise aura eu bien du mal à se restaurer aujourd'hui. Son prix, $1 million, 500 millions de francs, Joseph Rotblat le partage avec le mouvement Pugwash. Bienvenue au siège international de Pugwash, pauvre, très pauvre mouvement, aussi petit et méconnu qu'influent. Voici ses fondateurs, Albert Einstein, Bertrand Russell, Joseph Rotblat, entre autres. Pugwash, du nom du petit village canadien où fut fondé ce mouvement de scientifiques venus de l'Est comme de l'Ouest en 1957. Leur but, aussi grand qu'utopique, abolir la guerre et l'arme nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes inventée. Joseph Rotblat est sans doute l'un des derniers pères survivants de la bombe. En 1944, il est à Los Alamos aux États-Unis pour la mise au point de l'arme nucléaire qui va frapper Hiroshima. Depuis, il lutte contre l'utilisation militaire de l'atome et condamne la reprise des tests chinois et français. Mon message à M. Chirac est le suivant. Regardez, le comité du prix Nobel a décidé que le démantèlement des arsenaux nucléaires est la bonne chose à faire. Je voudrais lui rappeler qu'en tant que chef d'État d'une puissance dotée de l'arme atomique, il s'est engagé à l'élimination des armes nucléaires. Le désarmement soit exactement ce pourquoi le marchand de dynamite Alfred Nobel a créé son prix de la paix. Et c'est sans ambiguïté sur ses intentions que le jury a commenté son choix. C'est un message particulier aux Français, une protestation, bien sûr, une protestation contre les essais nucléaires. Sur la colline d'Hampstead à Londres, il y avait une rue paisible, celle d'un vieux monsieur, veuf, anonyme, à la vie bien remplie. Les photographes n'ont pas eu de mal à trouver la petite maison du professeur, c'est la seule qui soit verte. Ce prix provoque des réactions très vives en France, principalement du côté du RPR. Le député Pierre Lelouch n'hésite pas à déclarer que Joseph Rotblat et son mouvement ont été pendant longtemps manipulés par l'Union soviétique. Réaction ensuite du Premier ministre, M. Juppé, qui déclare que ce prix Nobel ne changera pas la politique nucléaire de la France, même s'il a l'appui du gouvernement norvégien. Monsieur Juppé. C'est pas ça qui soit de nature, en quelque manière que ce soit, à nous faire réaliser la politique que nous avons engagée pour des raisons d'intérêt national. Trouvez-vous surprenant tout de même qu'un gouvernement, au fond, vous fasse la morale, qu'un gouvernement étranger? D'abord, c'est un jury. Quant au gouvernement, j'ai déjà dit que au sein de l'Union européenne, nous étions en droit d'attendre un peu de solidarité. La Norvège n'y est pas encore, mais elle postule, ou elle postulera demain. Alors j'espère que l'esprit européen fera des progrès d'ici là. Merci. 1 millier de personnes opérées dans les hôpitaux et cliniques du département de la Loire ont eu très peur pour rien. Mardi, vous vous souvenez, on leur annonçait que les greffons qui leur avaient été implantés n'avaient pas été correctement vérifiés, qu'il y avait risque d'infection par des virus comme celui du sida ou de l'hépatite. Après enquête, 3 jours plus tard donc, on peut dire ce soir que la plainte déposée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire contre les médecins et hôpitaux et cliniques de la région porte en fait sur une tentative de fraude au remboursement. Jean-Daniel Flézaquier, Bernard Connor. Au terme de son enquête sur la pose de greffons humains et notamment de tympans, la caisse primaire de la Loire avançait 2 arguments pour justifier sa plainte contre les hôpitaux et cliniques du département, arguments repris au niveau national. Nous sommes gênés que des produits nous soient frauduleusement facturés et en tant que médecin, pour le service médical, nous n'apprécions pas que des produits qui actuellement ne sont pas remboursables, parce que le risque, comme je vous le dis, est peut-être supérieur aux bénéfices, nous soient facturés d'une façon frauduleuse. La fraude serait liée au fait que la Caisse considère que les biomatériaux utilisés sont en fait des greffons humains non remboursables. Mais l'argument sanitaire est plus étonnant, car tous les greffons venus d'Allemagne, comme ce tympan artificiel par exemple, ont subi des tests de dépistage comme l'attestent ces documents.
De plus, tous ces tests sont en conformité avec la législation française, comme l'atteste encore cette lettre de la Direction générale de la santé. De plus, tous ces produits parfaitement répertoriés ont subi des traitements chargés d'éliminer tous les éléments dangereux. Le procédé Fremer permet d'inactiver les bactéries, les virus et les prions, les fameux prions qui peuvent provoquer ce qu'on appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc les produits de Fremer sont absolument indemnes de ce genre de risque. Pour moraliser certaines pratiques, la caisse primaire a pris le risque de paniquer des milliers de malades. Elle va d'ailleurs devoir aujourd'hui rembourser directement ou indirectement une énorme quantité d'examens sanguins faits pour rassurer ces mêmes patients. Si la rentrée universitaire s'est plutôt bien passée dans l'ensemble en France, cette semaine, il y a eu en marge de cette rentrée une très grave agression lundi dernier à l'université de Paris 8 Saint-Denis dans la banlieue parisienne. Une étudiante a été violée en pleine journée, ce qui met en évidence les graves problèmes d'insécurité dus à l'éclatement de locaux de certaines universités, manque également d'encadrement et, disons-le, de moyens financiers. Philippe Boissery, Michel Gianoulato, s'enquête. Pour la plupart des étudiants de Paris 8, l'université, c'est ici. Mais pour quelques autres, pour apprendre, il faut rejoindre de nouveaux locaux aménagés à 1,8 km au milieu d'entrepôts et d'entreprises. Lundi, jour de la rentrée universitaire, une étudiante a été violée en pleine journée, tout près d'ici. L'indignation s'est vite doublée d'inquiétude et de récrimination. Ça nous inquiète un peu. Quand je viens de demander au chauffeur s'il y avait des bus le soir, et apparemment le dernier bus reste à 9h05 et nous on a des cours jusqu'à 9h30. Nous sommes tout à fait dans la cambrousse sans savoir comment rentrer à la maison. En plus, même le RER, là, c'est pas tout à fait, c'est pas très sûr. Ça fait déjà une semaine que ça fonctionne ici. Il n'y a rien, pas de photocopieuse, pas de secrétariat, pas de téléphone, rien. Pour l'équipe administrative, il a fallu gérer une situation presque ingérable. Les travaux devaient être finis début septembre, ils ne l'ont été que le 28. Et s'il a fallu venir s'installer là, c'est parce que les préfabriqués du campus devaient être détruits pour construire la bibliothèque. Un problème où la solution s'appelle souvent débrouille, avec des moyens de plus en plus limités. On a augmenté les effectifs à l'université de Paris 8, environ de 5000 personnes sont au cours de ces dernières années. Et le budget a évolué de quelle façon? Le budget était quasiment stable, le budget de fonctionnement était quasiment stable sur ces dernières années. Paris 8 n'est pas la plus mal lotie. Certaines universités sont encore plus éclatées, d'autres ont des budgets plus resserrés. Mais avec aujourd'hui 60% de bacheliers, toutes doivent gérer les mêmes problèmes. Dès lundi, pour cause de sécurité, il faudra se serrer un peu plus à Saint-Denis pour accueillir des cours de l'annexe rapatriés sur le campus. Toute cette semaine, nous vous avons parlé longuement de la pollution atmosphérique au-dessus de Paris, principalement encombrée de véhicules en tout genre. Principale source de pollution, bien sûr, les voitures poids lourds. Nous sommes allés voir comment nos voisins hollandais ont tenté, à leur manière, de résoudre ce problème. Visite à Amsterdam, capitale de la bicyclette. Bertrand Coq, Jean-Louis Quéric. Pour les Hollandais, qualité de l'air et qualité de la vie vont de pair. Interrogé par référendum en 1992, une majorité d'habitants d'Amsterdam s'était prononcée en faveur d'une interdiction de la circulation en ville afin de réduire la pollution. La municipalité, qui dépense chaque année 700 millions de francs pour l'environnement, a bien reçu le message. Les grands axes ont tous été réaménagés. Exemple, Kinkestrasse, à quelques encablures du centre et de ses canaux. Pistes cyclables dans les deux sens et tout le milieu de la chaussée réservé aux tramways électriques, donc non polluants. Laurent Loven est fonctionnaire municipal. Il est le monsieur circulation d'Amsterdam. Sa mission, décourager l'automobiliste d'entrer en ville. On veut sortir les gens de leur voiture et les pousser dans les transports en commun. Concrètement, les voitures ont besoin d'espace pour se garer, pour circuler. Ce que nous faisons, c'est réduire l'espace vital de la voiture. Au récalcitrant, Amsterdam fait payer le prix fort. Dans le centre, les places de parking sont de plus en plus rares et de plus en plus chères. Ce monsieur vient de payer plus de 10 francs pour à peine 1 heure de stationnement. Il trouve ça un peu raide. Et il n'est pas le seul. Les 2/3 des Amsterdamers ont déjà renoncé à utiliser leur voiture en ville. Alors bien sûr, il y a le vélo, ce cliché hollandais qui rime avec écolo. Si Amsterdam est aujourd'hui l'une des villes d'Europe les plus respirables, c'est en grande partie grâce à son demi-million de bicyclettes.
L'actualité internationale en Bosnie, on peut dire que pendant la trêve, les combats continuent. On signale un peu partout en effet des actions militaires violentes. Chacun veut en fait s'assurer des positions les plus confortables possibles avant l'ouverture de la véritable négociation. Pour autant, il y a toujours des risques de dérapage. Gilles Rabin. Il suffit parfois de suivre une route jusqu'au bout pour comprendre une guerre. Sanskimost, au nord-ouest de la Bosnie. Les Bosniaques ont livré une grande bataille pour reprendre cette petite ville aux Serbes, parce qu'à une trentaine de kilomètres de part et d'autre de la route, les villes de Prijedor et Cluj sont les deux derniers verrous avant Banja Luka, la plus grande ville serbe de Bosnie et la capitale mondiale de l'épuration ethnique. Ici, les combats ne se sont pas arrêtés et personne ne respecte le cessez-le-feu. Car l'enjeu est déterminant, arriver assez près de Banja Luka pour tenir la ville serbe sous la menace des canons bosniaques. Ce sera moins difficile après de négocier la levée du siège de Sarajevo. En face, c'est l'exode, avec, au hasard d'une pancarte, peut-être un remords pour ce qui était le pire camp de concentration serbe, Omarska. Ceux au nom de qui les viols et les massacres de l'épuration ethnique ont été menés sans fuite, cette fois sans espoir de retour. Un pèlerin français de marque aujourd'hui en Israël et dans les territoires palestiniens autonomes. L'abbé Pierre, qui en compagnie de M. Bernard Kouchner, s'est d'abord recueilli à Jérusalem au monument à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Charles Anderlin. C'est un pèlerinage pas comme les autres qui a commencé tôt ce matin par une cérémonie du souvenir au mémorial de l'Holocauste à Jérusalem. Il s'est poursuivi par un déjeuner politique avec Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères. Puis une grande première avec les 800 pèlerins du journal La Vie, l'entrée à Gaza. Jamais un groupe aussi important de touristes n'avait franchi le barrage entre Israël et le territoire palestinien. Il faut dire que Gaza est bouclé depuis plus de 20 jours. Les ouvriers palestiniens ne peuvent pas se rendre en Israël. L'abbé Pierre est l'invité de Madame Arafat. Rencontre aussi avec Mademoiselle Arafat. Avec mes petits neveux, on commence à devenir des copains quand ils me tirent la barbe. C'est vrai? Je leur tire les cheveux, on se regarde. Et on est devenus des amis. L'abbé Pierre va examiner les possibilités d'installation à Gaza d'une communauté identique à celle d'Emmaüs. Il sera demain dans les camps de réfugiés et visitera les hôpitaux. C'était au mois de mai 1993. 3 fillettes et 2 jeunes femmes turques avaient trouvé la mort dans l'incendie de leur maison à Zollingen en Allemagne. Un crime qui, à l'époque, s'était inscrit dans le cadre d'une vague xénophobe en Allemagne. Plusieurs incidents de moindre gravité avaient d'ailleurs eu lieu pendant toute cette période. 4 jeunes Allemands accusés de ces crimes ont été condamnés aujourd'hui à des peines de 10 à 15 ans de prison. Berlin, Brunwald. Quelques instants avant le verdict du procès des incendiaires de Solingen, une famille turque, celle des 5 victimes, le père, la mère viennent de prendre la nationalité allemande, comme pour dire « nous avons confiance ». 10 ans de réclusion criminelle pour les 3 accusés mineurs, 15 ans pour l'autre. C'était en mai 93, de cette maison, on a sorti les corps de 3 enfants et de 2 jeunes femmes. Les jeunes meurtriers étaient liés à l'extrême droite, leur crime a bouleversé la communauté turque et fait trembler toute l'Allemagne. Il mériterait la prison à vie. Comment peut-on brûler quelqu'un pour sa nationalité ou même seulement lever la main sur lui? Si on en arrive à nous incendier, à nous monter les uns contre les autres, que ce soit verbalement ou même seulement en pensée, alors nous n'avons plus aucun avenir. La communauté turque attendait, sans trop y croire, un verdict équitable. Ses représentants se disent aujourd'hui soulagés. Mais pour d'autres, la condamnation des assassins n'est pas suffisante à elle seule pour juguler les attentats xénophobes. Et ils en appellent au pouvoir politique. Le législateur doit dire clairement que les Turcs sont acceptés comme faisant partie de la société allemande. Et les agresseurs doivent savoir qu'en s'attaquant aux Turcs, eh bien ils s'attaquent à la société. L'un des signaux les plus encourageants que l'Allemagne pourrait adresser à la communauté turque serait de lui accorder enfin l'accès à la double nationalité qu'elle revendique depuis plusieurs années. Mais dans leur immense majorité, les hommes politiques n'y sont pas prêts. En France, après que l'affaire de son appartement ait été officiellement réglée et son déménagement programmé vers Matignon, le Premier ministre, M. Juppé, visiblement soulagé, est reparti en voyage ce matin pour une tournée de l'innovation industrielle. Première étape, l'incontournable Futuroscope de Poitiers. Carole Caumont
Daniel Lévy. J'ai une question extrêmement importante. Il y a un petit déjeuner dans le... Oui. On disait le Premier ministre blessé. Manière de contredire sa réputation, il se veut désormais tout simplement plus humain. C'est donc par le train, comme Monsieur Tout-le-Monde, et non par hélicoptère, comme d'habitude, qu'Alain Juppé a choisi de se rendre aujourd'hui au Futuroscope de Poitiers pour une matinée consacrée à l'innovation industrielle. Visite formelle et ordinaire d'un Premier ministre plutôt souriant et discours en forme de nouveau départ. Je suis bien conscient de ne pas mener une politique de facilité. Je suis bien conscient que les décisions prises passent par des efforts de tous. Mais ces efforts s'imposaient. Et je suis sûr qu'ils seront payants. Le moment est venu, mesdames et messieurs, de secouer le pessimisme et l'attentisme. Je sens que la France va retrouver ce qui est la condition du succès, ce dont le président de la République avait fait un des leitmotifs de sa campagne présidentielle, l'esprit de conquête. Succès, conquête, sans doute un avant-goût du discours qu'Alain Juppé prononcera dimanche devant les assises du RPR. Le Premier ministre va maintenant s'efforcer de résoudre au plus vite une équation difficile, trouver du souffle pour tenter de faire oublier ses ennuis immobiliers. Au Parlement, la bataille feutrée se poursuit entre membres de la majorité sur les amendements à apporter au projet de budget du gouvernement. Le ministre des Finances, M. Arthuis, n'entend pas renoncer à la suppression de la réduction d'impôts pour les contrats d'assurance vie, contrairement à l'amendement qu'a fait adopter récemment l'ancien ministre et député baladurien Nicolas Sarkozy. Autre exemple de la guérilla feutrée entre chiraciens et baladuriens, aujourd'hui à Levallois-Perret, dans la banlieue parisienne, le nouveau maire chiracien, Olivier de Chazeau, a mis aux enchères publiques le parc automobile de l'ancienne mairie et de l'ancien maire baladurien, Patrick Balkany. Marie-Hélène Bonneau, Pierre-Laurent Constant. Pas d'amateur au-dessus de 48 000, j'adjuge. Adjugé 48 000. 6 véhicules vendus par la municipalité de Levallois-Perret. 48 000 francs pour la R25 limousine V6 Turbo. Une vente qui suscite des discussions chez les administrés. 100 000 km, ça vaut rien. Mais quand il les a achetés, combien qu'il les a payés? Sur Dochi, comment? Oh, les discutons pas. Je trouve anormal quand même qu'il y ait 6 limousines en voiture de fonction et un 4x4 en voiture de fonction dans les Hauts-de-Seine. On n'est quand même pas en Guyane française. Et 59 000 francs pour cette Cherokee, plutôt une bonne affaire. Mais le clou de la vente, c'est cette limousine transformée. Rallongée de 30 cm, habillage bois, téléphone, console radio, adjugée 110 000 francs ce matin, neuve, elle en avait coûté plus de 500 000. Vous avez le sentiment d'avoir fait une bonne affaire? Ah oui, je crois, tout à fait. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. C'est quoi votre métier? Je suis concessionnaire Renault. Et on n'en trouve pas des comme ça chez Renault? Absolument pas. J'adjuge à 50 000. Avec cette opération, le nouveau maire de Levallois veut jouer les monsieur propres. Ça fait partie aussi de la transparence. Il était important qu'ils voient ce que l'on faisait avec des fonds publics. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que va rapporter cette vente? Ça va être réintégré dans le budget de la ville. 300 000 francs sont tombés ce matin dans les caisses de la ville. Mais ces 6 voitures avaient coûté au total 1 565 000 francs. En France, il y a aussi des serpents de mer, comme sur le Loch Ness. Il s'agit en fait là du pont de Camargue. Régulièrement, depuis 30 ans, en effet, il est question de remplacer le bac dit du Barcarin par un pont. Le projet revient aujourd'hui donc une nouvelle fois. Il y a toujours les farouches partisans et adversaires de ce projet, ceux qui voudraient désenclaver la Camargue et ceux qui ont peur de la voir défigurée. Patrice Velay, Jean-François Georgetti. C'était en septembre 1933 l'inauguration du bac de Barcarin. Depuis, les partisans d'un pont sur le Rhône n'ont pas désarmé, c'est peut-être pour bientôt. Car le bac a tous les défauts du monde. Il est lent, il est fermé entre 1h30 et 4h30 du matin, il est déficitaire. Et pourtant, c'est l'image de la Camargue. Polémique assurée. Il ne correspond pas à la vitesse où on vit, à la vitesse que se passent les choses, quoi. On a des rendez-vous, c'est précis, c'est net. Bon, ben, on arrive, le bac est parti. Bon, ben, terminé le rendez-vous. La Camargue, elle est morte. S'il y a un pont, la Camargue est morte. Un bac pour desservir un village, Salin-de-Giraud, de 1500 habitants, et les 2 seuls industriels de Camargue. Il faut désenclaver, soutenir l'emploi, dit le Conseil général. Il faut protéger la Camargue, répondent certains habitants. Alain Tamisier vit ici depuis 33 ans. Selon lui, ce pont n'est pas une nécessité. Si on laissait faire ce pont, je crois bien pouvoir dire que les générations suivantes nous traiteraient de barbares. On nous reprocherait
gravement d'avoir dilapidé un patrimoine dont nos générations à venir, dont les générations à venir ont besoin pour vivre. Construire un pont changerait la vie camarguaise. Ce serait 2 fois plus de voitures qu'avec le bac, mais plus de facilité pour circuler. Devant la mobilisation, le maire d'Arles propose 6 à 12 mois de concertation. Le projet de pont n'est qu'un projet parmi d'autres. Aucune résolution n'a été adoptée. Le président du Conseil général, M. Weygand, a dit lui-même solennellement que place maintenant devait être faite à la concertation. C'est ce que je demande aussi. Cette histoire de pont divise la Camargue. Les contres seront demain dans les rues d'Arles au nom de la protection de la nature. Équipoto. Comme son nom l'indique, c'est actuellement à Villepinte, près de Paris, le salon des équipementiers automobiles. Avec cette année, une première nouveauté plutôt épatante, une peinture qui, selon la température extérieure, change de couleur. Luc Bazizin, Claude Barnier. Apportez un peu de chaleur à votre voiture, ça lui donnera des couleurs. La peinture Caméléon réagit à la température. De 20 à 30 degrés, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passent. Aussi précis qu'un thermomètre, en noir il fait moins de 20 degrés, en vert il fait 25 degrés. Une recette d'un magicien de la chimie. Cette peinture n'a pas de pigmentation. Elle réagit avec du cristal et c'est en fait la décomposition de la lumière passant par les cônes cristallins qui se dilatent avec la température qui renvoie une couleur différente. Pas besoin d'être magicien ni coiffeur, le sèche-cheveux est inutile. La météo choisit elle-même la couleur de la voiture Caméléon. Départ sur les pistes d'essai du salon Équipoto. Les innovations testées grandeur nature. Cette voiture-là ne change pas de couleur devant les radars. Alors, pour remédier aux excès de vitesse, la pédale d'accélérateur se durcit et résiste à la pression du pied. Sous le pied, je sens un effort sur la pédale d'accélérateur qui me signale que je suis à la vitesse de consigne, à la vitesse plafond que j'ai programmée. Une programmation simple comme un coup de pouce. Sur le tableau de bord, le voyant se place sur la vitesse choisie. On a beau la chercher, c'est l'Arlésienne, une voiture dont on parle et que l'on ne voit pourtant pas. Un système qui non seulement ne pollue pas, mais qui en plus joue au glouton avec les impuretés de l'atmosphère. Elle dépollue, si vous voulez, dans un certain sens, elle contribue à dépolluer. Une voiture qui, paraît-il, réoxygène l'atmosphère. Un rêve encore bien loin de la réalité. Sans rapport avec le sujet précédent, il y en a tout de même aujourd'hui qui ont changé de couleur, ça se passait dans l'espace. Il s'agit en fait des 3 astronautes de l'engin spatial russe Euromir, partis en septembre, ils devaient rentrer en janvier. Eh bien, ils resteront un bon mois de plus en orbite pour cause de problèmes financiers. La fusée qui doit aller les rechercher ne sera pas prête à temps. Patrice Pellet. Tout avait bien commencé. L'équipage de la mission Euromir, 2 Russes et un Allemand, était confiant. Les femmes des cosmonautes radieuses à l'instant du décollage. Arrivés dans la station Mir, on salue l'équipe qui va redescendre, les vénards, et les nouveaux arrivants se préparent à passer 4 mois dans l'espace. Enfin ça, c'est ce qui était prévu avec un retour le 16 janvier. Hélas, aujourd'hui, les responsables russes annoncent un changement de programme. 44 jours de plus là-haut, 6 semaines supplémentaires car au sol, il n'y a plus un sou. La fusée qui devait décoller de Baïkonour est loin d'être terminée. Le délai pour la récupération de l'équipage d'Euromir est trop court. Ils sont bloqués à 350 km d'altitude. Que faire à partir de maintenant? Jouer aux cartes, compter les moutons, dormir, regarder la Terre? Le programme s'annonce élastique. Heureusement, le dernier ravitaillement date de la semaine dernière, de la nourriture en quantité, de quoi tenir le coup. Une sortie dans l'espace est aussi prévue dans quelques jours, de quoi se détendre. Ils pourront aussi contempler tout à loisir 2 magnifiques icônes arrivées tout récemment. Après les expériences scientifiques dans l'espace, à partir de maintenant, place aux longues soirées culturelles dans la station Mir. En ce moment se tiennent à Lyon les Jeux Olympiques des métiers, les Olympiades des métiers très exactement. Comme pour les véritables JO, les concurrents se sont entraînés avec toute la rigueur possible. Pour autant, les méthodes de préparation et de travail ne sont pas les mêmes entre Européens et concurrents venus des pays d'Asie. Olivier Lénouza, Axel Charge-Messange. Ils en piétinent d'avance. Les 41 concurrents français veulent prendre leur revanche sur leurs adversaires asiatiques. Il est 9h moins 10, tous les concurrents sont arrivés et c'est parti pour une journée de 6h30 de travail. Ça dur? Très dur, oui. En 1993, lors des dernières Olympiades, la Chine, la Corée du Sud et le Japon avaient devancé l'équipe de France. Les Asiatiques
et leur technique particulière. Ils n'ont pas de maillet. Alors il y a un os quelque part, on ne leur a pas fourni d'outillage convenable ou on ne leur a pas indiqué. Mais non, ils ne connaissent pas le maillet. Ah ben s'ils ne connaissent pas le maillet, c'est pourtant indispensable. Eh ben non, la preuve, ils en font quand même. C'est élémentaire. Les compétiteurs français ne s'inquiètent pas. Par contre, leurs supporters... Ils ont l'air trop stressés, ils sont passés sur 2 et en plus ils vont passer vite. Un petit mot d'encouragement? Courage, courage, c'est bientôt fini. France, Asie, 2 méthodes de travail. Le plombier coréen assemble la totalité des pièces avant de les fixer au mur. Le concurrent français les pose directement sur la paroi. Vous avez essayé cette technique asiatique? Oui, on l'a essayé, mais bon, ça n'a pas marché, donc on reste traditionnel. Le système asiatique, un système au nom original. Chez nous, c'est système travail. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire le système travail. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire le système travail. Du bruit et de la tôle. À la fin de la journée, les concurrents français préfèrent le silence et l'or. Ils sont tous un peu fatigués de leur journée parce que c'est des journées très éprouvantes. Vous rêvez de l'or? Oui, bien sûr qu'on rêve de l'or. Allez, courage, encore 2 jours de compétition avant le tombé du rideau. Soit dit au passage, aujourd'hui nous sommes un vendredi 13, cela arrive environ 2 fois par an et les Français, vous allez le voir, sont toujours aussi partagés. Le 13 porte-t-il bonheur ou malheur? Nicolas Vinclair, Guillaume Fautra. De toute façon, c'est une journée qui avait mal commencé. Vous étiez là tranquille, plongé dans les délices de vos rêves, et puis... le réveil a sonné, retour à la réalité. Le 13 est censé porter malheur, d'ailleurs 13% des Français avouent ne pas aimer leur travail, comme si chaque jour que Dieu fait était à lui seul un porte-malheur. Ça, c'est une autre façon de voir le vendredi 13. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une journée qui est au contraire synonyme de chance. Dites-moi, le vendredi 13, vous vous vendez mieux ou pas? Oui, beaucoup. À quelle proportion? 30 fois plus que d'habitude, je pense. Lors du dernier vendredi 13, c'était en janvier, la Française des Jeux s'est effectivement aperçue que ses ventes s'étaient envolées de 96%. Les Français dépensent en moyenne 1200 francs par an dans les jeux de hasard. Ils croient donc en leur bonne étoile. Et pourtant... Oui. Est-ce que vous êtes superstitieux? Non. Vous n'êtes pas superstitieux. Alors je vais vous demander de me le prouver. Ouvrez-moi ce parapluie. Oui, le jour ce parapluie. J'ai horreur des parapluies. Ça c'est bien pour vous faire plaisir. Hein. À ce moment précis, vous êtes plusieurs millions devant votre poste à estimer que ce monsieur est en train de s'attirer les pires ennuis. Qu'est-ce que vous ne faites pas vendredi 13? Ce que je ne fais pas les autres fois, par superstition, passer en dessous d'une échelle. Les chapeaux sur le lit, le sel renversé, tout me terrifie. Curieux, hein, ce pays que l'on dit cartésien. Il y a en France 50 000 extralucides professionnels, c'est 2 fois plus que le nombre de prêtres. Par ailleurs, 30% d'entre vous pensent qu'il y a des morts là-haut qui nous regardent et nous protègent. Le pays de Descartes se réfugie donc dans l'irrationnel. S'il y en a qui nous observent, ce doit être abracadabra et tout le tralala pour nous faire de sacrés clins d'œil. Après Elsa Popine, mode printemps-été 96, aujourd'hui défilé Christian Dior, mais aussi un aperçu de ce que l'on montre très rarement. En effet, il s'agit de la préparation des collections avec les changements de toute dernière minute. Pour certains, c'est l'excitation totale, pour d'autres, c'est plutôt du genre calme avant la tempête. Marie-Josée Le Picard, Frédéric Bazille. Jean-Charles de Castelbajac pose café au bistrot d'en face. Et fin des préparatifs pour la collection de dimanche, sans vraiment d'affolement. Ouais, la combinaison, j'y vois bien. Dans le jeu du chien fidèle, on trie les modèles. Il faut toujours en sacrifier. Et on attend les derniers retardataires. Je sais qu'il vient d'arriver d'Irlande. Waouh. De La Fontaine. Il y a le mouton et le loup qui arrivent aussi. Le loup et l'agneau. J'ai le sentiment d'avoir fait une collection belle et simple à la fois. Parce que elle n'est pas mode, elle est définitivement mode de vie. Le luxe, on peut lui enlever une lettre, c'est le E, et ça peut devenir lumière. Je crois que les vêtements aujourd'hui sont faits pour fédérer les êtres. C'est un peu le drapeau du quotidien. Déjà, pendant ce temps, les défilés se succèdent au carrousel du Louvre. À l'entrée des salles, on contrôle les identités et le contenu des sacs. Chez Dior, c'est l'élégance traditionnelle et le couronnement des blondes. C'est l'hommage à les grandes femmes blondes qui étaient dans l'histoire de la maison.
En partant de Marlène Dietrich, en arrivant à Grace Kelly, on a presque tous les blonds que le marché là. On a aussi des tailleurs jupes plissés très new look et des pulls raccourcis pour lesquels on a vraiment pleuré le tissu. Une dame de Dallas en gants blancs et toutes les dames BCBG bleu marine qui s'habillent chez Dior et assument très bien le déshabillé. Eh bien, la mode est revenue à l'élégance haute couture. Les célèbres sumotori japonais sont donc arrivés à Paris. Ils commencent ce soir leur tournoi au Palais Omnisport de Bercy. Ces représentants de la plus pure tradition japonaise n'en sont pas moins finalement des touristes comme les autres, ou presque. Christophe Tortora, Jean-Louis Quérec. En 20 ans de métier, ce chauffeur de taxi n'a jamais vu ça. Mais il lui en faut plus pour l'impressionner. On les connaît, mais disons que c'est pas une discipline que je préfère le rugby. Mais enfin la voiture, elle porte mal là. Les dieux sumo avaient quartier libre ce matin. Alors, ils en ont profité pour faire quelques emplettes. Vraiment rien ou presque ne pouvait les distinguer des autres touristes japonais qui viennent habituellement en France. Comme eux, ils ont fait le tour des plus grandes maisons parisiennes à la recherche de ce petit quelque chose qui fera un immense plaisir au retour au pays. C'est pour votre femme? Si ça plaît à ma femme, c'est pour elle. Sinon, je l'offrirai à une autre. Les sumos, les japonaises en raffolent. Alors, lorsqu'elles les croisent place de la Concorde, elles sont toutes bouleversées. Vous pensez que ce sont vraiment des sex symboles? Ah oui. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment, mais ils sont si larges d'épaules, si costauds. Des sex symboles, des demi-dieux, mais aussi des grands garçons qui sont restés très farceurs. En fin d'après-midi, les sumos ont regagné l'hôtel pour une dernière collation avant les combats. Une collation prise à la française, ou presque. Après le Japon, la Chine est également à Paris avec l'opéra de Pékin, une tradition qui est en train de disparaître dans la Chine moderne. Signe des temps, en effet, plusieurs théâtres anciens ont été rasés à Pékin pour être en fait remplacés par des hôtels de luxe. Mais dans la Chine qui s'ouvre au capitalisme, il y a désormais aussi des mécènes qui se sont mis en tête de sauver cette forme d'art ancestrale. Jérôme Bonny, Jean-François Hoffmann. C'était la fête cette semaine au vieux théâtre de Zhang-Yise. Alors que d'autres opéras disparaissent, dévorés par la fièvre immobilière, celui-ci ressuscite après 46 ans de fermeture. Comme pour oublier que leur art est en plein déclin, mis en péril par la télé et le karaoké, les plus grands noms de l'opéra de Pékin se sont donné rendez-vous dans ce théâtre. Interdit pendant les 10 ans qui suivirent la révolution culturelle, l'opéra de Pékin a eu du mal à remonter la pente dans une ville envahie depuis par la culture occidentale. Aujourd'hui, c'est grâce à une initiative privée que ce théâtre rouvre ses portes. Il faut beaucoup d'argent pour rénover ce type de monument. L'État n'est pas riche et n'a pas les moyens de le faire actuellement. Les entreprises privées qui ont accumulé des fonds avec la réforme ne sont pas encore assez nombreuses à investir dans la culture. Nous espérons être des pionniers. À 7 ans, Moulu n'est pas encore d'âge à s'inquiéter de son avenir. Fils d'acteur, il a toujours vécu dans les coulisses de l'opéra. J'ai commencé à apprendre l'opéra en regardant les cassettes vidéo de mon père. Quel âge avais-tu? 3 ans. Mais combien d'autres petits Chinois de la génération de l'enfant unique connaissent encore aujourd'hui l'opéra de Pékin? À Paris, Maurice Béjart est au Palais de Chaillot. Le chorégraphe et danseur remonte sur scène en personne pour ses représentations. Georges Bégou, Daniel Lefebvre. Je suis né à Marseille le 1er janvier 1927. Béjart raconte sa vie. Il lit son journal intime là, sur scène. L'homme descend du cintre, ou plus exactement des cintres du théâtre, car la vie de Béjart n'est que théâtre et musique.
Stravinsky, première rencontre capitale. À présent, regardez bien, car c'est rare aujourd'hui, Béjart esquisse 3 pas de danse. Un homme seul, c'est quoi? Un homme qui recherche la solitude? Un homme qui souffre de la solitude? Ou peut-être les deux? Un homme qui se souvient des jeux de son enfance. Wagner, deuxième idole musicale de Béjart. Wagner qu'il sait traiter avec humour. Dernière page du journal, Béjart nous confie son amour pour le no japonais. Étonnant Patrick Dupont, l'aviez-vous reconnu? Et qui vient là? La grande Maya Plisetskaya, dont on fêtera bientôt à Moscou les 70 printemps. Voilà, on va se quitter dans un instant. La météo, Sophie Davant, suivie du Point Route, Valérie Maurice. 20h50, c'est Maigret. Ce soir, les sous-sols du Majestic avec Bruno Kremer. 22h40, le bouillon de culture de Bernard Pivot. Ensuite, à 23h45, Géopolis avec Claude Sérillon. Et puis 0h35, le dernier journal, Florence Daucher. Quant à nous, on se retrouve de bonne heure demain dès 13h. Au revoir, bonne soirée, à demain.